Bonjour, ici Anatole Grandmaison. Aujourd'hui à l'émission Le Téléjournal condensé, nous avons tenté d'élucider les mystères entourant le massacre de la Polytechnique, la crise d'Oka, le deuxième référendum, le déluge du Saguenay, et pour finir, la crise du verglas. Afin d'élucider vos profondes questions concernant ces différents sujets, nous, équipe de Le Téléjournal condensé, avons préparé pour vous plusieurs reportages. Pour débuter notre enquête, notre équipe a décidé de porter ses efforts sur le triste événement de la Polytechnique. Le 6 décembre, à l'école Polytechnique de Montréal, Marc Lépine, un jeune homme âgé dans la vingtaine, a décidé d'ouvrir le feu sur 28 personnes. Cette attaque, qui avait pour but de viser les femmes, mena à l'adoption en 1995 à la loi sur les armes à feu par le très honorable premier Chrétien. Cette tuerie mena à la mort de 14 femmes. Cet étudiant a vu le tireur à l'œuvre. En nous voyant en train de les aider, j'étais avec une fille, il a essayé de nous tirer. Là, on s'est couché par terre, puis on a fait semblant de faire des morts. Les ambulanciers sortaient les blessés, mais on ignorait alors combien il y avait de morts. Des parents en pleurs, complètement bouleversés, cherchaient leurs enfants. Ils ont fait quelqu'un d'autre parce qu'ils pensent qu'il y en aurait quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Vite, il faut trouver une solution. Pour vous informer au sujet du massacre de la Polytechnique, nous avons cru que la meilleure personne placée était indéniablement notre ancien premier ministre et très honorable Jean Chrétien. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Que pensez-vous de l'adoption de cette loi? Comment pensez-vous qu'elle a affecté le peuple québécois? Je vous dirais que j'ai passé cette loi-là. Je crois que cette loi-là a porté fruit. Elle a permis à plusieurs criminels de se décourager, car il était plus difficile de se procurer des armes. Et il était donc plus difficile de faire de nombreuses victimes. Go! J'ai besoin d'aide! Bonjour, ici Anatole Grandmaison. Nous sommes présentement avec l'équipe de Le Téléjournal condensé. On est venu prêter une petite main forte aux sinistrés du déluge du Saguenay. On est présentement à Saint-Félicien. Je viens de voir justement un sauveteur. Je sais pas si c'est un sauveteur. Vous voyez même la pluie en ce moment. C'est il y a beaucoup de pluie. C'est vraiment fou, monsieur. C'est quoi votre rôle? C'est quoi votre... Oui, bien, moi je suis un sauveteur de Sûreté du Québec. Sûreté du Québec, Ouais, je plonge en effet pour sauver des jeunes animaux sauvages. Oui. Ôtez-vous! Venez à l'autre toit d'abord! Chargez les gars!
Puis, on peut déjà voir... Attendez là, lâchez ça là. On peut déjà voir sur le terrain que ben l'effet des sauveteurs se fait déjà ressentir. S'il vous plaît, on peut voir que la population québécoise s'unifie vraiment. On peut voir ici, on ne voit pas bien dans la caméra, on peut pas bouger la caméra, le producteur ne nous permet pas. Il y a plein de gens qui s'entraident ici. On voit les filles qui se bâtissent, on voit les sacs de sable. On peut voir ici, je sais pas si on peut voir, oui on peut voir, ok merci. On peut voir même ici le jeune homme ici qui transporte une planche de bois. L'armée est venue à nos rescousses, même Ça. les pompes. Ouais, sûrement pour aider. Justement, merci beaucoup aux gens qui aident. Bonjour, chers Québécois et Québécoises. Une grande question se pose. Eh oui, pour vous, le Québec. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995. Ouais! Bonjour. Au début, les journalistes couvrent une petite guerre qui persiste depuis quelques mois entre les Mohawks et la police. Oui, en effet, les Mohawks s'opposent à l'agrandissement du terrain de golf d'Oka. Ceux-ci revendiquent les terres dont les promoteurs veulent s'en servir, mais plus rien n'est pareil à partir du 11 juillet 1990. L'assaut du 11 juillet est un véritable échec pour la Sûreté du Québec. Un policier meurt. Dans la fusillade, les Mohawks érigent une importante barricade sur la route 344 en entrée d'Oka. La barricade se transforme en camp retranché. L'impasse est donc totale à Oka. Le moment fait tache d'huile au sud de Montréal pour appuyer leurs frères, les Warriors de Kanawake. Ceux-ci interrompent la circulation sur la route 132 pour faire des menaces de faire sauter le pont. Merci, là où Mohawks et policiers s'affrontent. Là aussi, les négociations entre les Mohawks et le gouvernement n'aboutissent pas. Aussi, ce qui fait monter davantage la colère des citoyens. Le jour 41 de la crise, l'armée entre en scène. On peut difficilement oublier ce face-à-face. D'un côté, le soldat Cloutier du régiment 44 et de l'autre, un guerrier warrior de la crise d'octobre. Et même celle-ci prend fin le 26 octobre 1990. Merci. Janvier 1998. 3 semaines après la tempête, les effets se font encore ressentir dans le parc La Fontaine, au cœur de Montréal, où les blessures sont encore visibles et affligeantes, comme pour tout le reste du Québec. Ici Lynn Pagé, je vous accompagnerai tout au long de cette couverture de la tempête du siècle, une tempête qui a laissé des cicatrices dans le cœur et dans la tête de chaque Québécois qui croyait que le Québec était invincible au niveau énergétique dû à son grand système d'hydroélectricité autonome. La crise amènera la population québécoise à se questionner sur les choix énergétiques qui ont été pris durant la crise, qui a commencé doucement un lundi soir par un averse météo le mardi 6 janvier. Le Québec se réveilla donc figé dans la glace. Bonjour, on est présentement dans un camp de réfugiés à Montréal. On peut même voir, il y a une panne d'électricité en ce moment, je sais pas trop, je sais qu'ils ont installé des génératrices. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de pannes partout au Québec, beaucoup à Montréal. Puis, le courant est venu. C'est ça, les personnes qui sont dans le besoin, qui ont de la misère, qui peuvent pas rester chez eux à vivre sans électricité, ils se sont déplacés dans des camps de réfugiés. On a ici, ça va aller Bernard, on a ici Bernard.
Bernard habite à Montréal, c'est ça Bernard? Oui, mais. Oui, Bernard, il est venu en camp de réfugiés. Il va nous expliquer sa situation un peu. Qu'est-ce qui s'est passé, Bernard, pour que tu sois ici en ce moment, aujourd'hui? Ben, il a dormi beaucoup de vagues-là. Fait que, ben, il y a eu du vague-là. Il y a eu 50 à 100 mm de vagues-là. Ah ouais? Ouais, fait que là, ben, il y a eu des poteaux qui ont tombé. Puis des poteaux électriques. Puis aussi des poteaux téléphoniques. Fait que là, il y avait plus d'électricité comme. Fait que là, genre, je savais plus trop quoi faire. Fait que je me suis dit, j'ai besoin d'électricité pour survivre. Fait que je suis venu ici, c'est qu'il y avait l'électricité. Puis je suis content, je suis satisfait du gouvernement qui ont signé des décrets pour arranger la situation et reconstruire la ville après quand ça va fondre parce que il fait vraiment froid. Puis on gère. Ouais. Ouais, je comprends ça. Puis Bernard, très bien informé, ce monsieur-là. Merci beaucoup, Bernard. Puis juste pour votre information, il y a eu 1000 poutres qui ont tombé. Fait que comme Bernard l'a dit, il y a les décrets signés par le gouvernement. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, qui ont été déclarés légaux. Fait que le gouvernement a été obligé de passer des lois. Mais cependant, ces décrets-là, ben, ils ont beaucoup amélioré. Ils vont beaucoup aider le Québec dans le futur pour que la reconstruction des poutres. Puis cet événement, je pense que moi et Bernard, on peut s'entendre pour dire que ça unifie le Québec, hein? Ça unifie le Québec aux autres provinces. Puis on s'est beaucoup initiés ensemble, puis on a travaillé vraiment en team. Puis je trouve que c'est pas mal ça des bons points. concernant les changements de mentalité au Québec, les années 1980 à l'an 2000 sont synonymes profond changement. Non seulement parce que le Québec a vécu un échec quant au référendum, mais aussi car ces années marquent la fin du retard de la part du Québec, autant culturel qu'économique, vis-à-vis des autres. Il sort de ces années puissant et prospère. De plus, il décide de sortir du placard et de se débarrasser de son isolement. Le nouveau modèle sur lequel le Québec se base a pour fondation l'économie, la prospérité économique. Celle-ci prône entre autres la liberté de tous et chacun. De plus, les différents événements qui affecteront le Québec permettront au Québec de grandir et de s'unir pour ne faire qu'un. Au nom de toute l'équipe du T-Journal Condensé, moi, Anatole Tremblay, vous dis à la semaine prochaine.